Mon père se tenait sur mon perron à 9h47 du matin, un samedi, avec un avocat que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas son avocat successoral, ni son avocat d'affaires. C'était quelqu'un de nouveau, portant une mallette en cuir qui semblait assez chère pour payer mes taxes foncières pendant un an. « Élodie, nous devons discuter de la maison », a dit mon père. Pas de salutation, pas de petite discussion, juste ce ton qu'il avait utilisé toute ma vie lorsqu'il était sur le point de me dire ce que je ferais, et non de me le demander. J'étais encore en pyjama, une tasse de café à la main, prévoyant de passer mon samedi matin à ne absolument rien faire après avoir travaillé des semaines de 60 heures pendant les 2 derniers mois. J'ai 31 ans. Je suis analyste de données principale pour une entreprise de conseil en santé de taille moyenne à Lyon. J'habite dans cette maison depuis 4 ans, et mes parents se tenaient sur mon perron comme si je faisais l'objet d'un audit. « Qu'en est-il de la maison ?» ai-je demandé, sans bouger de l'embrasure de la porte. L'avocat s'est avancé. « Mademoiselle Morel, je suis Robert Lefebvre. Vos parents m'ont demandé de préparer une documentation concernant leur investissement dans cette propriété. Ils exercent leur droit de revendication sur l'actif en se basant sur leur contribution financière substantielle à l'achat. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents. Ma mère se tenait légèrement derrière mon père, les bras croisés, affichant cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies et celle qui disait qu'elle était déçue par moi, mais qui ne dirait jamais tout à fait pourquoi. Leur revendication, ai-je répété lentement. Mon père a hoché la tête, la mâchoire serrée de cette façon qui signifiait qu'il attendait de la soumission. Cette maison est une propriété d'investissement familial, Élodie. Nous avons investi une somme importante dans l'achat. Nous avons droit soit à des droits de résidence, soit à la liquidation de l'actif. Monsieur Lefebvre a préparé les documents. L'avocat a sorti des documents de sa mallette, de véritables documents d'expulsion. Un avis d'expulsion, une revendication d'intérêt de propriété. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, pas de la panique, pas de la peur, quelque chose de tout à fait différent. Parce que vous prétendez avoir financé l'achat, ai-je demandé calmement. Ma mère a enfin pris la parole. Nous avons mis 186 000 € dans cette maison, Élodie. Tu n'aurais pas pu l'acheter sans nous. Maintenant, ton père prend sa retraite anticipée en raison de la vente de l'entreprise, et nous avons besoin de liquidités. C'est un actif familial. Nous avons tout à fait le droit de récupérer notre investissement. J'ai regardé l'avis d'expulsion, les signatures de mes parents sur les documents de revendication, et l'avocat qui sortait déjà un stylo, prêt à ce que je signe l'accusé de réception de leur intérêt de propriété. Donnez-moi un instant, ai-je dit. Je suis entré à l'intérieur, les laissant sur le perron. Mes mains étaient fermes alors que j'ouvrais mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. J'ai sorti mes documents hypothécaires, mes relevés bancaires de 2020, ma lettre de préqualification et mes documents de clôture. Ensuite, j'ai sorti autre chose, un tableur que je tenais à jour depuis 11 ans, depuis que j'avais 20 ans et que mon frère Mathieu en avait 18. Lorsque nos parents nous avaient fait asseoir tous les deux pour nous expliquer pourquoi les études de Mathieu seraient entièrement financées alors que les miennes ne le seraient pas. Je suis retourné sur le perron avec mon téléphone dans une main et une chemise cartonnée dans l'autre. En fait, ai-je dit, en ouvrant mes documents hypothécaires sur mon téléphone et en tournant l'écran vers l'avocat. Les relevés bancaires montrent que j'ai obtenu un prêt grâce à mes revenus. Le prix d'achat était de 323 000 €. L'apport de 65 000 € provenait entièrement de mon compte d'épargne. L'hypothèque de 258 000 € est à mon nom seul. Mon ratio d'endettement admissible était basé uniquement sur mon salaire de 86 000 € au moment de l'achat. Il n'y avait 0 € venant d'eux. L'avocat a pris mon téléphone. Son expression a changé alors qu'il parcourait les documents, la lettre de préqualification datée de février 2020, l'état de clôture montrant mon chèque de banque pour l'apport, et le billet hypothécaire avec mon nom comme seule emprunteuse. « Je ne peux pas déposer cela », a-t-il dit doucement, en me rendant mon téléphone. Il a regardé mon père. « Monsieur Morel, vous m'avez dit que vous aviez fourni l'apport. Ces documents montrent le contraire. » Nous lui avons donné de l'argent au fil des ans, a dit mon père rapidement. Des cadeaux, du soutien. C'est ainsi qu'elle a épargné pour l'apport. J'ai ouvert la chemise cartonnée. Ceci est un relevé financier complet de chaque euro que vous m'avez donné depuis que j'ai eu 18 ans, ai-je dit. Souhaitez-vous que je le lise à haute voix, ou préférez-vous que Monsieur Lefebvre l'examine en privé? Le visage de ma mère est devenu livide.
Celui de mon père est devenu rouge. Élodie, cela est inapproprié, a commencé ma mère. 2007, ai-je continué, la voix calme. Mon année de première année d'université, vous et mon père avez offert à Mathieu une voiture d'une valeur de 20 500 €. Vous m'avez donné 280 € pour des manuels scolaires après que je les ai déjà achetés avec mon argent de travail-études. 2008, vous avez payé le voyage de printemps de Mathieu à Ibiza, 1300 €. Vous m'avez donné un chèque cadeau de 45 € pour mon anniversaire. 2009. Nous n'avons pas besoin d'entendre cela, a interrompu mon père. Mais j'avais déjà tendu le dossier à Monsieur Lefebvre, qui le lisait avec l'expression d'un homme qui comprenait soudainement qu'on lui avait menti. Sur 13 ans, ai-je dit, vous avez donné à Mathieu environ 406 000 €, frais de scolarité, frais de subsistance, sa voiture, son mariage, l'apport pour sa première entreprise qui a échoué, la caution quand il a eu sa deuxième conduite en état d'ivresse. Et les frais juridiques pour son divorce. À moi, vous avez donné un total cumulé de 7 600 €. La majeure partie était sous forme de carte cadeau, et un prêt d'urgence de 1 850 € quand j'ai eu l'appendicite lors de ma dernière année. Que j'ai remboursé intégralement en 6 mois, avec intérêt, comme documenté. L'avocat a fermé le dossier lentement. Il a regardé mes parents avec une expression que je reconnaissais, la même expression que ma conseillère d'orientation au lycée avait eue lorsqu'elle avait réalisé que mes parents ne contribueraient pas à mon fonds universitaire, une déception mêlée à une résignation sans surprise. Monsieur et Madame Morel, a-t-il dit prudemment. J'ai été engagé sous le principe que vous aviez fourni un soutien financier substantiel pour l'achat de cette propriété. Cela n'est pas étayé par ces documents. Je ne peux pas déposer une plainte frauduleuse. Ce n'est pas frauduleux, a hurlé mon père. C'est notre fille. Tout ce qu'elle a, elle l'a parce que nous l'avons élevée. Concernant les frais d'éducation des enfants, ai-je interrompu, vous avez subvenu de manière égale aux 2 enfants, ce qui est légalement et moralement votre obligation en tant parent. Et non un investissement nécessitant un retour. Ma mère a émis un petit son, pas tout à fait un halètement, mais quelque chose de plus blessé. Comment peux-tu être si froide à ce sujet, a-t-elle demandé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai regardé pendant un long moment, cette femme qui avait signé les autorisations de Mathieu avec un sourire et les miennes avec un soupir, qui avait assisté à chacun des matchs de football de Mathieu et n'avait assisté qu'à peut-être un quart de mes concours de débat. Qui s'était vanté de la moyenne médiocre de Mathieu tout en rejetant mon 20 sur 20 comme étant attendu puisque je n'avais pas ses engagements sociaux. Tout ce que vous avez fait pour moi est documenté dans ce dossier, ai-je dit doucement. Ainsi que tout ce que vous avez fait pour Mathieu. Souhaitez-vous que je calcule la différence? Je suis analyste de données. Je suis très doué avec les chiffres. Monsieur Lefebvre préparait déjà sa mallette. Je me retire de cette affaire. Monsieur Morel, je vais vous rembourser vos honoraires moins les frais de consultation initiale. Mademoiselle Morel, je m'excuse pour l'intrusion en ce samedi. Il est parti. Il a simplement descendu les marches de mon perron, est monté dans sa voiture et est parti. Mes parents sont restés figés. Tu ne peux pas faire ça, a fini par dire mon père. Nous sommes tes parents. Tu nous dois le respect. Je ne vous dois rien au-delà de ce que je choisis de donner, ai-je dit. Et en ce moment, je choisis de vous donner 60 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police et que je vous signale pour tentative de fraude et harcèlement. Fraude, la voix de ma mère est devenue perçante. Comment oses-tu? Vous avez engagé un avocat sous de faux prétextes pour déposer une demande de propriété frauduleuse sur un bien dans lequel vous n'avez aucun intérêt légal, ai-je dit. La révélation les a frappés à des vitesses différentes. Ma mère semblait choquée. Mon père semblait calculer si je bluffais. Je ne bluffais pas. Je ne vous ai jamais rien demandé que je n'ai pas gagné, ai-je dit dans leur silence. J'ai payé mes études universitaires grâce à des bourses et 3 emplois à temps partiel. J'ai acheté ma propre voiture avec l'argent que j'ai économisé en travaillant des semaines de 60 heures tout en suivant un cursus complet. J'ai vécu dans un studio avec 2 colocataires pendant 4 ans après l'obtention de mon diplôme pour économiser pour un apport, pendant que vous payiez le loyer de Mathieu dans un appartement de luxe. J'ai fait cela seul. J'ai construit cela seul. Et vous vous êtes présenté aujourd'hui pour me le prendre parce que vous avez décidé que les mauvais investissements de Mathieu étaient mon problème à résoudre. Ma mère a tressailli. Comment as-tu? Mathieu m'a appelé il y a 3 semaines, ai-je dit. Ivre, à 23 heures,
pleurant sur le fait que ses investissements en crypto-monnaie s'étaient effondrés et qu'il devait de l'argent à des gens. Il a dit que ma mère lui avait dit que je viendrais en aide en tant que famille et que vous travailliez pour obtenir l'accès à mes actifs. Je pensais qu'il appelait juste parce qu'il était ivre. Je ne savais pas que vous planifiez réellement cela. Le silence s'est prolongé. Des oiseaux chantaient quelque part. Un voisin tondait sa pelouse 2 maisons plus loin, des bruits normaux d'un samedi matin pendant que mes parents se tenaient sur mon perron, pris en flagrant délit de tentative de vol de ma maison. Nous t'avons élevé, a fini par dire mon père. Sa voix avait perdu son ton autoritaire, il semblait vieux. Est-ce que cela ne signifie rien? Vous m'avez élevé pour être invisible, ai-je dit. Pour être la bonne qui n'avait pas besoin d'attention, d'argent ou de temps parce que Mathieu avait davantage besoin de ces choses. Vous m'avez appris à être autosuffisante. Félicitations. J'ai parfaitement appris la leçon. J'ai reculé à l'intérieur de mon embrasure. Ma main était sur la porte, prête à la fermer. Attends, a dit ma mère. Élodie, s'il te plaît. Nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons toujours. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cette femme qui m'avait appris à tresser les cheveux et à faire des biscuits, et aussi comment me faire assez petite pour m'adapter aux besoins de mon frère. Vous aimez la fille qui ne pose aucune exigence, ai-je dit doucement. Celle qui ne demande rien, qui absorbe le dysfonctionnement de la famille et qui est toujours présente pour les fêtes. Mais vous ne me voyez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais fait. J'ai 31 ans. J'ai une carrière sur laquelle vous ne m'avez jamais interrogé, une vie pour laquelle vous n'avez jamais montré d'intérêt, et des amis que vous n'avez jamais rencontrés. Et la première fois que vous portez une attention réelle à ma vie, c'est quand vous voulez me prendre ma maison. Cela n'est pas juste, a commencé mon père. Vous vous êtes présenté avec des papiers d'expulsion, ai-je dit. Sans appeler, sans demander, juste en vous présentant pour prendre. C'est ce que vous avez toujours été avec moi, des preneurs. Et j'en ai fini d'être la personne à qui vous prenez. J'ai fermé la porte. Par la fenêtre, je les ai regardés rester sur mon perron pendant encore 30 secondes avant de se diriger enfin vers leur voiture. Ma mère pleurait. Mon père avait son bras autour de ses épaules. Il semblait petit, diminué. Il ne me sentait pas victorieuse. Je me sentais épuisé. Les 3 semaines suivantes ont été une leçon magistrale de dysfonctionnement familial. Mathieu a appelé 4 fois. Je n'ai pas répondu aux 3 premiers appels. La 4e fois, j'ai décroché. Putain, Élodie. Tu as vraiment utilisé l'option nucléaire, a-t-il dit. Pas de bonjour, pas d'excuses. Maman pleure depuis des jours. Papa parle à peine. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? Je t'ai empêché de me mettre à la rue pour couvrir tes dettes de jeu, ai-je dit. De rien. Ce n'était pas du jeu. C'était de l'investissement. Mathieu, je suis analyste de données. J'examine des modèles financiers pour gagner ma vie. Ce que tu as fait était un comportement typique d'addiction au jeu. Et maman et papa allaient voler ma maison pour le permettre. Silence à l'autre bout. Puis, ils ne volaient pas. Ils pensaient juste. Ils pensaient que tu comprendrais. La famille est de la famille. La famille ne m'a pas aidé à payer mes études, ai-je dit. La famille ne m'a pas aidé quand je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner 6 soirs par semaine pour économiser de l'argent. La famille n'a pas aidé quand j'ai eu une chirurgie d'urgence et que j'ai failli faire faillite à cause des factures médicales. Mais maintenant, la famille a besoin que je cède ma maison. Cela est différent. Non, ai-je interrompu. Cela ne l'est pas. C'est le même schéma que d'habitude. Tu as besoin de quelque chose, et tout le monde s'attend à ce que je le fournisse. J'ai fini. J'ai raccroché. Mais j'ai aussi sorti mes relevés financiers complets, pas seulement le tableur que j'avais montré à l'avocat. Tout, chaque relevé bancaire, chaque déclaration de revenus, chaque reçu que j'avais conservé depuis 13 ans, car je savais que cela n'était pas terminé. J'avais raison. 2 semaines après la confrontation sur le perron, j'ai reçu une lettre d'un autre avocat. Celui-ci n'essayait pas de revendiquer la propriété, celui-ci menaçait de me poursuivre pour abus financiers envers des personnes âgées et refus de soutien familial en période de besoin. La lettre affirmait que mes parents avaient fourni un soutien indirect substantiel tout au long de ma vie qui avait permis ma stabilité financière actuelle,
et que j'étais moralement et potentiellement légalement obligé de rendre l'appareil en leur période de besoin. J'ai lu la lettre 2 fois. Ensuite, j'ai appelé une avocate de mon côté. Elle s'appelait Sandrine Vallet. Elle était spécialisée dans le droit de la famille et les litiges financiers. Elle avait la cinquantaine, des yeux vifs et un tailleur élégant. Et quand je lui ai exposé la situation, elle a souri. « Ils ont vraiment essayé de vous expulser ?» a-t-elle demandé. « Avec des papiers et tout ? Et vous avez de la documentation sur la disparité financière réelle ?» Je lui ai tendu mon tableur, puis mes relevés bancaires, puis le dossier que j'avais montré à leur premier avocat. Elle a lu pendant 20 minutes sans parler. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui m'a rappelé mon professeur préféré à l'université, celui qui me voyait réellement comme compétente au lieu d'avoir de la chance. « Mademoiselle Morel, a-t-elle dit, voulez-vous simplement que cela disparaisse, ou voulez-vous vous assurer que cela ne se reproduise plus jamais ? » Je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Alors nous allons demander une ordonnance de protection basée sur la tentative de fraude. Nous allons également rédiger une mise en demeure qui expose les conséquences juridiques s'il, ou tout représentant agissant en leur nom, tente un nouveau contact concernant des réclamations financières. Et nous allons envoyer une réponse très détaillée à leur avocat expliquant exactement pourquoi leur menace de poursuite constituerait un litige abusif et une poursuite malveillante. Est-ce que cela fonctionnera ? Cela fonctionnera, a-t-elle dit. Parce que voici ce qu'ils ne comprennent pas, la loi vous protège. Vous êtes une adulte. Vous possédez votre propriété de plein droit. Vous ne leur devez rien. Et tenter d'utiliser l'intimidation juridique pour vous soutirer de l'argent est en soi potentiellement criminel. L'ordonnance de protection a été déposée un mardi. La mise en demeure a été envoyée mercredi. Le vendredi, leur avocat avait envoyé une lettre retirant toutes les réclamations et s'excusant pour le malentendu. Sandrine Vallet m'a appelé cet après-midi-là. C'est fini. Il recule. Mais Élodie, documentez tout à l'avenir. Chaque appel, chaque SMS, chaque courriel. Parce que les gens comme cela ne s'arrêtent généralement pas après une seule tentative. Je sais, ai-je dit. Je le savais, parce que je documentais le comportement de mes parents depuis 11 ans. Chaque rejet, chaque comparaison avec Mathieu, chaque fois qu'il l'avait choisi plutôt que moi, pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce que j'avais besoin de preuves. Des preuves que je n'étais pas folle. Des preuves que le traitement différentiel était réel. Des preuves que j'avais le droit de me protéger. 3 mois plus tard, Mathieu a rappelé. Élodie, a-t-il dit, je suis en cure de désintoxication. Programme de 30 jours. Addiction au jeu et dépendance à l'alcool. Je n'ai rien dit. J'ai tout merdé, a-t-il continué, la voix tremblante. J'allais bien parce que j'ai travaillé pour cela, ai-je dit doucement. Je sais. Je le sais maintenant. Mon conseiller m'a fait écrire une chronologie de chaque fois que j'ai demandé de l'argent à la famille. Il a ricané. Cela fait 43 fois en 10 ans. 43 fois. Et tu sais combien de fois tu as demandé? 2 fois, ai-je dit. Le prêt pour l'appendicite et un trajet jusqu'à l'aéroport une fois quand ma voiture est tombée en panne. 2 fois, a-t-il répété. Tu as demandé 2 fois. J'ai demandé 43 fois et ils m'ont donné de l'argent à chaque fois. Et ils t'ont fait chier pour avoir demandé 2 fois. J'ai fermé les yeux. J'étais assise dans mon salon, dans ma maison que j'ai achetée avec mon propre argent et mon frère me voyait enfin. Je ne peux pas réparer cela, a dit Mathieu. Je ne peux pas défaire ce qu'ils ont essayé de faire. Mais je travaille sur moi-même, et je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Et je suis désolé. Merci, ai-je dit. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes, pas d'argent, pas de la maison. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, nous avons parlé comme des frères et sœurs plutôt que comme des étrangers. Quand nous avons raccroché, je me suis assise dans le silence de ma maison. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils n'ont jamais appelé. Ils ont envoyé un courriel 3 mois après la confrontation sur le perron m'invitant pour le repas de Noël si j'étais prête à passer outre ce désagrément et à agir à nouveau comme une famille. Je n'ai pas répondu, mais Mathieu l'a fait. Il m'a envoyé un SMS la veille de Noël, je n'y vais pas. Je leur ai dit que je passais les fêtes avec des gens qui ne considèrent pas l'amour comme transactionnel. Tu avais raison à ce sujet aussi.
J'ai passé les fêtes avec mes amis, avec des gens qui me connaissaient, qui me voyaient, qui n'avaient jamais essayé une seule fois de prendre ce que j'avais construit. Ma maison est toujours mienne. Ma vie est toujours mienne. Et je dors profondément chaque nuit en sachant que j'ai protégé les deux. Le dossier de documentation se trouve dans le tiroir de mon bureau. Je ne l'ai pas ouvert depuis le bureau de l'avocate, mais je le garde non pas par vengeance, mais comme preuve. La preuve que je n'ai jamais été le problème, que je n'ai jamais été insuffisante, que j'ai toujours été assez. J'étais simplement entouré de gens qui avaient besoin que je croie le contraire. Maintenant, je suis entouré de gens qui savent mieux, y compris, lentement, mon frère. Quant à mes parents, ils font face aux conséquences de 31 ans de création d'un bouc émissaire et d'un enfant roi. Il s'avère que lorsque l'enfant roi grandit et que le bouc émissaire fixe des limites, les parents se retrouvent avec rien d'autre que les schémas qu'ils ont construits. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement arrêté de les laisser me détruire. Et ma maison, ma belle maison durement gagnée, entièrement documentée comme mienne, constitue la preuve que j'ai toujours été capable de construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prendre, même lorsqu'ils ont essayé.